Donc, j'ai démarré la diffusion. Donc, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire spécial trading d'options. Nous avons la chance d'inviter ce soir Paul Marcel de la société Celtinvest, pardon. Donc, bonsoir Paul. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc, vous connaissez certainement Paul, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il aura l'occasion de se présenter juste après. Moi, je m'appelle Raphaël Leblond, je suis le responsable France du courtier FX Flat, qui est un courtier allemand qui existe depuis plus de 25 ans. On a ouvert un bureau en France il y a environ un an. Et FX Flat, c'est un courtier, on va dire, multi-assets, comme ça qu'on se fait généralement définir. C'est parce on propose plusieurs instruments, beaucoup de produits, plus d'1 million, et avec, entre autres, les options. Donc, c'est un produit qui est très, très populaire, mais pas en France. Et Paul étant un des spécialistes, on va dire, francophones des options, c'est la raison pour laquelle on a voulu passer par lui pour faire cette présentation ce soir. Donc le contexte est le suivant, on est en train de terminer une année 2022 un peu en dents de scie avec un marché pas forcément très directionnel, mais en tout cas très volatile. Et, et pour les personnes qui ont des stratégies de suivi de tendance ou même de contre-tendance, généralement c'est une année qui a été compliquée. Et donc on a réfléchi à des stratégies qui pouvaient fonctionner dans ce type-là de configuration. Et les options étaient l'un des produits qui pouvait répondre en fait à cette problématique-là qu'on est en train de vivre en 2022. L'idée étant de mettre en place une stratégie optionnelle dans laquelle on profite non pas de la tendance, mais de la volatilité. Donc, la meilleure personne placée pour pouvoir discuter de cela, ce sera Paul qui va se présenter dès maintenant. Paul, c'est à toi. Oui, alors merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci à toi d'avoir invité à faire cette présentation et merci à FXFlat. Petite présentation rapide. Je pense que pas mal de gens me connaissent. Donc, moi, ça fait plus de 15 ans que je fais du trading. Ça fait plus de 12 ans que je fais des options. Et donc, j'ai créé un blog Celtinvest où vous pourrez retrouver justement beaucoup d'articles. Il y a une chaîne YouTube aussi où vous avez pas mal de vidéos. Et puis, j'ai écrit un livre sur les options qui est là pour présenter les bases des options. Donc, voilà, il y a de la matière pour commencer, pour débuter. Donc, n'hésitez pas à consulter ces sources d'informations. Donc, ce soir, effectivement, on va présenter l'achat de Scrabble. Donc, juste en complet pour être sûr que tout le monde m'entend bien et voit bien la présentation. Normalement, je pense que c'est bon. Hein. OK, bonsoir, c'est OK, d'accord. Donc, l'achat de Scrabble. Alors, avant d'aller plus loin, je précise bien entendu que le trading comporte des risques, notamment le trading sur option. Donc, le trading sur option, c'est quelque chose d'assez, qui peut être assez risqué. Donc, voilà, il faut vous former pour éviter de faire des grosses erreurs. Tout le monde n'est pas capable de faire du trading et tout le monde n'est pas capable de gagner de l'argent dans du trading. Donc, ne tradez qu'avec de l'argent qui vous peut vous permettre de perdre. Et n'oubliez jamais que c'est vous qui appuyez sur le bouton, c'est vous qui prenez la décision finale quand vous prenez des trades. Donc, soyez prudents. Alors, un petit peu de contexte par rapport à cette année. Effectivement, bon, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus pour dire que l'année 2022 est une année plutôt volatile. Alors, moi, j'ai trouvé des sources d'informations justement pour illustrer un petit peu cette volatilité. Donc là, ce graphique, je suis désolé, c'est en anglais parce que les informations sont souvent en anglais sur le marché financier. On a à l'écran les journées qui sont avec un range supérieur de 1% sur le SP500. L'année 2022 est à droite. Et on voit que cette photo date du 30 août. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que les 2 derniers mois n'ont pas été de tout repos non plus. Donc, on a dû garder la même échelle, c'est-à-dire qu'au 30 août, l'année 2022 faisait partie des années les plus
avec le nombre de séances, on est à plus de 80%, presque 90% des séances qui ont un range supérieur à 1%. Donc on retrouve les années 2008 et les années 2000 à valeur équivalente. Oui, qui était pour le coup dans une période en pleine crise financière, ce qui est, euh, ce qui est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc c'est sans être dans une crise en 2022, même s'il y a de l'inflation, il y a une guerre, donc on pourrait quand même parler de crise, mais on est loin d'être la crise des subprimes. Mais malgré tout cela, on est quand même sur une volatilité qui est quasi équivalente en fait. Oui, tout à fait. Ouais, donc, effectivement, on est encore pas, parce que ça, c'est mon point de vue. Je pense pas qu'on ait le temps d'en discuter ce soir, mais on n'est encore pas dans le même type de crise que 2008 avec la crise des subprimes. Mais pour moi, on dirige vers une récession qui sera assez violente, de mon point de vue, bien entendu. Mhm. Donc, c'est pas le sujet de ce soir, mais voilà. Donc, en tout cas, pour l'instant, ça a quand même été très volatile. On en a encore l'exemple avec ce graphique. Donc, ce graphique représente les semaines du SP500 où la perte sur le SP500 était supérieure à 1%. Et on se retrouve encore une fois avec un niveau très élevé. Donc, c'est le niveau bleu qu'il faut regarder. Le niveau vert, c'était une extrapolation des données. Et donc, si l'auteur a raison et qu'on est sur une extrapolation de données, donc par rapport au mois d'août, des semaines baissières encore qui se poursuivent avec la même fréquence, on devrait être quasiment au niveau de la crise 1929. Alors, le vrai niveau, c'est le niveau bleu. Depuis le mois d'août, on a vu plusieurs semaines baissières encore, donc on est plutôt entre 20 et 25 actuellement. Mais voilà, on est vraiment à des niveaux qui sont historiquement très élevés. Donc, le contexte est le suivant. Effectivement, on a des années très volatiles et principalement à la baisse. Ok. Donc là, pour illustrer, au niveau du graphique du SP500, donc le début de l'année 2022 est ici. On a eu des périodes de baisse très violentes. On a perdu pratiquement 600 points en janvier. On a perdu encore entre avril et juin, on a perdu 800 points. Entre juin et août, on a récupéré plus de 400 points. Et là, on a reperdu encore 600 points. Donc, ça va vraiment très, très vite. On a des baisses et des hausses qui fluctuent en fait très rapidement en l'espace de quelques semaines, de 10 ou 15%. Donc, c'est vraiment extrêmement rapide. Et on a le même phénomène en intraday, bien entendu, comme on a pu voir avec les graphiques précédents. Donc là, je vous ai pris une période entre le 20 octobre et le 4 novembre sur le SP500. Donc sur le futur SP500, on est en bougie horaire. Voilà, on voit que quand les marchés ouvrent, donc là, comme on est sur du futur, là, ça c'est la matinale, et l'ouverture des marchés, vous voyez, on peut exploser à la hausse, ou alors exploser à la baisse, remonter. Et puis là, il y a eu la news de mercredi dernier avec l'annonce de la Fed, le FOMC meeting sur les taux. Vous voyez qu'on a pris 50 points en très peu de temps, et puis en fin de journée, voilà, on avait reperdu presque 100 points. Donc vraiment, même en intraday, beaucoup de volatilité. Donc volatilité sur les indices, mais également volatilité sur les actions. Alors là, c'est des photos sur Microsoft, Amazon, Meta et Apple. Alors c'est plutôt sur les earnings. Là, je vous montre les earnings, parce que j'en parle un petit peu tout à l'heure. Les earnings, qu'est-ce que c'est? C'est les annonces de résultats des sociétés. Et on peut le voir sur Microsoft, il y a eu un gap baissier provoqué par l'annonce de résultats. Amazon, un gros gap baissier, une très forte gap baissier en ouverture, une petite remontée sur la fin de la journée. Meta, alors n'en parlons pas, la catastrophe, 15 ou 20% de baisse sur une seule journée. Et Apple, ouverture en gap haussier et une très forte poussée toute la journée pour finir en vert. Donc, de la volatilité sur les indices et de la volatilité, bien entendu, sur les actions, et notamment durant la période des earnings. Donc, quelle peut être la stratégie sur option pour trader un marché comme celui-ci? C'est l'achat de straddle. Qu'est-ce qu'un straddle? Avec les options, c'est l'achat simultané d'un call et d'un put à la monnaie et de même échéance. Alors là, j'utilise des termes un petit peu techniques, entre guillemets, qui sont propres aux options. J'espère que vous savez un petit peu tout ce que ça veut dire. ATM à la monnaie, ça veut dire qu'en fait, on prend le strike le plus proche du cours du sous-jacent, je vous montrerai tout à l'heure.
C'est ce qu'on appelle les prix d'exercice. Moi, j'utilise très souvent les termes anglais. Les strikes, ce sont les prix d'exercice. Et donc là, on a une échéance qui est identique, c'est-à-dire que si on trade l'achat d'un call et l'achat d'un put, on va choisir la même échéance pour le call et pour le put. Alors n'hésitez pas à chaque fois à poser vos questions et m'arrêter en cours de route si vous avez des questions et si les choses ne sont pas claires. Donc peut-être pour le dire d'une autre manière, le strike, c'est le prix, en fait objectif, euh, en dessous L'objectif, duquel ou au-dessus duquel l'option va pouvoir être gagnante ou perdante. oui, c'est ça, tout à fait. On pourrait presque Donc dire là, ça comme un take profit pour les personnes qui traitent sur des produits, on va dire, plus classiques. C'est vraiment le prix à atteindre pour que l'option soit valide. ouais, alors c'est le prix, alors ça dépend de la stratégie, parce que là, typiquement sur l'achat d'un straddle, par exemple, Hmm. on achète un call et un put à la monnaie. Donc en fait, le sous-jacent, lorsqu'on achète le straddle, il est déjà au prix, puisqu'on l'achète dans la monnaie. Donc en fait, si tu veux, si tu pars sur cet exemple-là, le prix d'objectif, en fait, il est déjà atteint. Donc c'est pas tout à fait, dans le cas du straddle en tout cas, le prix qu'on va choisir, au contraire, c'est plutôt le prix auquel il faut qu'on s'éloigne le plus rapidement possible Ok. pour que le trade soit gagnant. Euh, donc on verra tout à l'heure, je vais montrer un petit exemple avec une capture d'écran, j'expliquerai ça un petit peu en détail. Donc là, dans une chaîne d'options, et je vous montrerai également sur mon compte comment on met en place un straddle. Donc là, vous voyez, encadré en jaune, en haut à gauche, vous avez la date d'échéance. Donc sur un sous-jacent, vous avez toujours plusieurs dates d'échéance disponibles. Après, c'est bien entendu à vous de déterminer l'horizon de temps que vous souhaitez trader pour mettre en place le straddle. Donc là, j'ai entouré une journée pour ce cas présent. Et donc, on va acheter le call. Donc, les calls dans une chaîne d'options sont toujours à gauche et les puts sont toujours à droite. Et donc, si on veut mettre en place un straddle, on va acheter le call de strike 373, le prix d'exercice 373, et on va acheter le put, pareil, du même exercice, même prix d'exercice, donc 373 également. Donc, on va payer pour les puts 2,90 $, et pour les calls, on va payer 2,87. Alors, juste une petite précision par rapport à ça. Si tu peux revenir en arrière. Alors, juste un petit aparté, hein, il y a des commentaires qui disent que le son est assez mauvais de ta part. Je crois qu'on peut pas faire grand-chose, que Paul a des soucis de connexion Internet. Oui, Donc, je suis désolé. c'est vrai que parfois ça marche, on va dire plutôt bien, parfois c'est un peu saccadé. Bon, donc malheureusement, j'ai bien entendu vos remarques, mais voilà, on peut pas, a priori, on peut pas faire autrement. Voilà, parenthèse close. Alors, Donc par tu contre, dis est-ce que que c'est quand même compréhensible ou il y a vraiment des trous dans la discussion? non, c'est pas des trous, c'est comment dire, c'est la qualité, on va dire, qui est assez mauvaise, quoi. C'est un peu, comment dire, un peu une voix métal parfois. C'est bon, c'est pas, je crois que c'est pas super agréable, mais bon, parfois c'est assez bien, donc je pense que voilà, Alors, je suis vraiment les gens désolé, ne ouais, sont ça doit pas être un partis, problème donc de on peut connexion. partir. Ouais. Donc tu disais sur, par exemple, donc si on prend les prix de gauche, donc ça c'est le call, donc tout ce qui est à gauche c'est le call. On voit 2,86 fois 2,87. Donc ça c'est le prix d'achat et le prix de vente, c'est ça? Oui, c'est le bidet de l'asque, donc l'offre et la demande. Et donc, Et quand donc tu tu es dis devant que ta chaîne d'options, si on prend un oui. call, donc on achète, donc on regarde le prix ask, c'est pour ça que ça va, et tu dis que ça coûte 2,87. Alors, oui, c'est la prime de l'option qui est chiffrée à 2,87. Alors, ce qu'il faut savoir avec les options, c'est qu'ensuite, il y a un multiplicateur. Ok. Donc, parce que les options sur action, alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, je suis en train de, Oui. de faire un rond autour du chiffre 100. Donc, Mhm. sur votre chaîne d'options, sur la plateforme FX Flat, vous aurez ce chiffre-là qui va apparaître. Et donc, ça, c'est le multiplicateur. Il faut utiliser ce chiffre pour multiplier la prime qui est donnée ici. Puisque une option sur, là, je suis sur le SPY, donc c'est l'ETF du SP500, représente l'équivalent de 100 actions sur le SPY. Donc, c'est pour ça qu'on multiplie la prime de l'option par 100. Donc, si j'achète que le call à 2,87, la somme totale que je vais débourser, c'est 2,87 fois 100.
donc 287 $ pour acheter le call de strike 373 sur l'échéance du 4 novembre. Ok. Et vu qu'on fait un straddle, c'est-à-dire qu'on achète aussi le put, donc le put ce sont les prix à droite, et vu qu'on achète, on regarde aussi le prix ask, donc 2,90, donc ça va coûter aussi 290 $ pour acheter ce put. Voilà, exactement. Donc, alors, si je prends 2,90 et 2,90 pour me simplifier les calculs, Ouais. on va arriver à un prix de 5,80. Si j'additionne les deux primes, ça fait 5,80. Je vais multiplier par le multiplicateur. Et 5,80 fois 100, ça fait 580 $. Donc, l'achat de straddle pour une échéance d'un seul jour va me coûter 580 $. Ok. Donc on va commencer en gros la journée avec moins 580 $ sur le compte, enfin sur cette Oui, position. alors la position coûte 580 $. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment un moins parce que la position, donc le straddle, il vaut toujours quelque chose. Donc, à l'instant où tu l'achètes, tu payes 580 $. Et dans la seconde qui suit, en fonction de ce qu'a fait le marché, il vaut soit encore 580 $. Donc, si tu le revends au même prix, tu vas juste débourser des commissions. Par contre, si les marchés ont bougé, tu vas peut-être pouvoir le revendre à 585, donc tu vas gagner la différence, tu vas gagner 5 $. Ok. Donc, on débourse quelque chose, mais en échange, effectivement, c'est un petit peu comme une voiture. Si tu achètes une voiture, tu vas débourser 20 000 $. Donc, c'est vrai que, enfin, 20 000 euros. Alors, c'est vrai que dans ton compte bancaire, il y aura 20 000 € en moins. Par contre, tu auras un asset, tu auras un bien, et ce bien, ce sera ta voiture. Donc, tu échanges de l'argent contre un bien. Là, c'est le même principe sur ton compte de trading. Si tu as un compte de trading à 10 000 € au départ, par exemple, 10 000 $, et ben, quand tu achètes le straddle, tu débourses 580 $ pour acheter le straddle. Donc, dans ton compte, effectivement, il y a 10 000 moins 580 $, mais tu as quand même, en échange, un bien qui s'appelle un straddle et qui vaut quelque chose. Oui, oui, ok. Ouais, donc ça c'est important de savoir que c'est une commission, mais c'est plutôt la conversion d'argent en une autre valeur que une valeur monétaire, et c'est l'option. Donc là pour cet exemple, on va dire 580 $. Ok. Et, Voilà, on ne démarre pas la et journée avec une perte. C'est bien ça qu'il faut bien comprendre. ouais. On me pose aussi la question par rapport au strike. Là, par exemple, tu as surligné 373. Ça, c'est quoi? C'est le prix du SPY? Il était à peu près à ce prix-là. C'est vrai que je ne l'ai pas rajouté sur le graphique. On était à peu près autour de 373. Alors, un petit peu au-dessus, mais pas beaucoup. En tout cas, c'était le SPY était plus proche de 373 que de n'importe quel autre strike. Ok. Et donc, imaginons, on avait fait juste l'achat d'un call. Donc, on en aurait eu pour 287. Euh, et donc, est-ce que ça a un rapport avec, c'est-à-dire qu'on commence la position à 373, ou est-ce que c'est le prix qu'il faut atteindre pour que le call soit validé? Alors ça, je vais le montrer un petit peu plus loin. Ça sera plus clair avec un exemple sous les yeux. Ouais. Donc, si tu veux bien, je vais passer aux slides suivantes et puis on va arriver Oui. justement au slide de présentation du profil de la stratégie. Et je pense qu'avec le profil de la stratégie, ça sera plus clair. En tout cas, j'espère. Ok. Ça te va? Oui, très bien, très bien. D'accord. Donc, le straddle, c'est une stratégie. Donc, je parle des Grecs. Les Grecs, c'est ce qui compose par rapport à la formule de Black-Scholes. Donc, c'est une formule mathématique pour calculer la prime des options. Et donc, le straddle, alors, là, vous inquiétez pas, je vais faire assez relativement simple. On est delta neutre, on est gamma long, on est méga long et on est short theta. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Voilà, c'est là où c'est important de comprendre. C'est que quand on achète un straddle avec des options, on est delta neutre. Alors, on est delta neutre au départ de la position, puisqu'on achète un call, on achète un put. En fait, on est exposé à la hausse et à la baisse. On est exposé dans les deux sens en même temps. Et ça, c'est la seule stratégie qui vous permet de le faire sur les marchés. Si vous avez l'habitude de trader des actions, des CFD ou du Forex, vous ne pouvez pas vous placer à la fois à la hausse et à la baisse sur un actif. Alors, vous pouvez le faire. Je donne un exemple. Par exemple, vous achetez un gros contrat futur E-mini SP500, vous êtes exposé à la hausse. Et si vous vendez 10 micro-contrats futurs
SP500, vous êtes exposé à la fois à la hausse et à la baisse sur les marchés. Mais puisque vous avez un gros contrat qui équivaut à 10 micro-contrats, donc le SP500 monte de 1 point, vous gagnez 1 point d'un côté sur votre gros contrat et vous perdez 1 point sur vos 10 micro-contrats. Donc en fait, votre portefeuille, il va rester totalement neutre, ni gain ni perte. Avec un straddle, par contre, on va pouvoir gagner de l'argent si les marchés montent ou si les marchés baissent. Alors, la condition, par contre, c'est la condition du dessous, c'est-à-dire d'être gamma positif. Gamma positif, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est simplement, le gamma, c'est l'accélération du delta. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire si on le dit en français relativement simplement? C'est qu'en fait, quand on est gamma positif, on veut qu'il y ait du mouvement et si possible, le plus fort possible. Voilà, donc en fait, c'est ça qu'on trade avec l'achat d'un straddle. On trade à la fois la hausse et la baisse, donc on est positionné dans les deux sens. Et la seule chose qui compte, c'est qu'il y ait du mouvement, et le plus fort possible. Et à partir de là, vous avez un straddle qui va être rentable. Alors, il y a une autre façon de rendre rentable le straddle, en tout cas qui aussi est positif pour la rentabilité du straddle, c'est la volatilité implicite. C'est le Vega. C'est la lettre grecque de Vega. Alors, la volatilité implicite est un concept qu'on n'utilise que dans les options. Comment dire, la volatilité implicite, c'est la perception future du marché en fait. Et c'est avec le SP500, par exemple, c'est le VIX. Donc, on dit souvent que le VIX, c'est l'indice de la peur. Plus les marchés sont volatiles, plus il y a une incertitude sur les marchés, plus la volatilité implicite est élevée, et donc plus les options sont chères. Donc, plus cette incertitude va augmenter, plus ça va faire augmenter la volatilité implicite. Et plus la volatilité implicite augmente, et plus c'est bon pour votre straddle, puisque la volatilité implicite, ça fait monter le prix des calls et des puts. Donc, les deux options prennent de la valeur, et donc votre straddle prend de la valeur. Et puis enfin, on est état négatif. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on achète des options. Donc on achète du temps, en fait, si vous voulez, quelque part, on achète du temps. Et le problème, c'est que plus le temps passe, et si le mouvement ne se produit pas, alors par contre, ce n'est pas bon pour notre stratégie. Encore une fois, il faut que le mouvement soit fort, soit violent et le plus rapidement possible. Plus le temps passe, et moins c'est bon pour la performance de notre stratégie. Donc, est-ce que cette partie-là est claire? J'ai pas de questions par rapport à ça, donc on va dire que c'est clair. Peut-être que j'en aurai après, mais pour l'instant ça va, donc on peut passer à la suite. Ça marche. L'achat de straddle, c'est une stratégie qui est très intéressante parce que c'est une stratégie qui a des gains qui sont peut-être très importants, on va le voir tout à l'heure avec des exemples. Et par contre, pour des pertes qui sont limitées à la prime qu'on paye. Tout à l'heure, au début de mon slide, je vais revenir dessus. Ici, voilà, sur l'achat de cette stratégie, de ce straddle-là, j'ai dit qu'on allait débourser 580 $. 580 $, c'est vraiment le pire du pire qui puisse vous arriver. Quoi que fasse le sous-jacent, qu'il ne bouge pas, voilà. Vous ne pourrez jamais perdre plus de 580 $, c'est pas possible. Et encore, vous allez voir dans un instant, perdre 100% de la prime, c'est quasiment impossible. Statistiquement parlant, c'est quasiment impossible. Ça veut dire Donc, que vraiment, théoriquement, pour perdre toute la prime, il faut que le marché ne bouge pas dès lors que qu'on est en position. Il faut que le marché il reste toujours au même niveau, ou en tout cas à l'échéance, il faut qu'il soit au même prix qu'on l'a acheté. tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand on achète un straddle, le marché va fluctuer. Et si, par exemple, il ne fluctue pas assez et qu'à expiration, le jour de l'expiration et quelques minutes avant l'expiration, on est toujours au même endroit. Enfin, on est sur le strike. Le sous-jacent va coter 373, donc qui est le prix de mes strikes choisis. Là, on va avoir des options qui valent quasiment zéro et donc on sera quasiment sur la perte totale de 580 $. Mais Ouais, donc pour effectivement, ça, il faut vraiment ne pas avoir de chance, je veux dire. Hmm. Et par contre, les gains, vous allez voir après avec l'image suivante, les gains peuvent être très importants puisqu'en fait, ils ne sont pas capés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Si jamais vous tombez sur une option qui va s'écrouler complètement, ou alors exploser complètement à la hausse, vous avez des gains qui peuvent être 5 fois, 10 fois supérieurs à votre mise.
C'est assez rare de tomber sur ce type de trade, mais ça peut arriver. Donc là, ce que je vous ai mis à l'écran, c'est une copie d'écran du pricer de la plateforme d'FX. Et donc, vous avez ce que représente le payoff, on appelle ça, donc les profits et pertes de votre stratégie. Donc, ça mérite quelques explications pour les néophytes. Vous avez dans l'axe des ordonnées le prix du sous-jacent. Donc là, on est sur le SPY, donc c'est l'ETF du SP500. Et vous avez ici, en très fort, les gains et pertes de la stratégie. Et en pointillé, ce sont les gains et pertes de la stratégie à cette date-là, au 3 novembre. Et par contre, en très fort, c'est à expiration. Donc, on a deux diagrammes différents. Celui sur lequel on va se concentrer ce soir, c'est plutôt le très fort, pour simplifier un petit peu les explications. Notamment concernant les pertes, c'est-à-dire que tout à l'heure, je vous disais, pour perdre vraiment la somme maximale, donc qui est de, là ici, 577, vous voyez, c'est marqué max loss 577. Donc pour perdre les 577 $, il faut qu'on finisse vraiment pile poil à 373 à l'expiration de l'option, donc à 22 heures sur le SPY. Si on finit à un prix différent, si par exemple on est à 375, vous voyez qu'on peut aller regarder en face. Ici, vous avez les gains et pertes de la stratégie. Donc si, grosso modo, hein, j'essaye de me mettre bien en face de 375, si je vais tirer un trait sur le côté du graphique, on arrive à moins 400. Donc ça veut dire que si le sous-jacent il a monté de seulement 2 $, eh ben, je ne perdrai pas la totalité des 577 $ de la prise de position, je ne perdrai que 400. Et après, par contre, si le sous-jacent a bougé à 385, mettons, je regarde en face et je viens après me mettre sur le côté du diagramme, et là on est à 600 $ de gain. Donc ça veut dire que j'aurais payé 577, grosso modo j'aurais revendu, alors 600 plus 577, ça fait 1177, donc la différence qui reste pour moi c'est bien 600 $. Donc je peux doubler le risque, puisque j'avais un risque de 577. Si je gagne 600 $, je double. Donc je fais un rendement de 100%. Donc ce type de graphique, il faut apprendre à les maîtriser, à les comprendre. Mais on voit que du coup, quelle que soit finalement la hausse ou la baisse, si elle est assez violente, parce qu'on voit que finalement, pour gagner de l'argent à expiration, il faut quand même qu'on ait dépassé un certain prix sur le sous-jacent. Vous voyez là, ce qu'on appelle le point mort. Hein. Le point mort, c'est quoi? C'est l'endroit où la stratégie dépasse le zéro, en fait. À partir d'ici seulement, à ce niveau-là, je ne gagnerai pas d'argent, je serai à zéro sur ma stratégie. Donc, grosso modo, c'est autour de 360, c'est marqué là, c'est encore plus simple. Voilà, break-even, 378,77, côté call, et à la baisse, 367,23. Donc, c'est un mouvement qui est relativement important quand même sur une journée, mais c'est sur 2 jours, parce que je ne sais plus à quelle heure j'ai pris la prise de la photo, mais c'était après l'ouverture des marchés, donc c'était le jeudi, donc c'était pour le vendredi soir, donc il y avait la journée du jeudi plus la journée du vendredi qui était encore à passer pour arriver à l'expiration. Mais le break-even, voilà, quand on dépasse le break-even, on sait qu'on va gagner de l'argent, et si on est entre, on va perdre de l'argent, mais voilà, avec un risque qui est vraiment limité à 577 $. Alors ça, c'est à expiration. Par contre, en cours de vie, tant qu'on est, vous voyez, dans la journée du 3 novembre, si on était monté à 380 $ dans la journée du 3 novembre, j'aurais pu gagner sur cette stratégie à peu près 200 $. Par contre, si le lendemain j'attends, parce que ça ne me satisfait pas de sortir à ce prix-là, et que le lendemain, la journée se déroule, mais elle est très monotone, et finalement, on finit aussi à 380 $ le lendemain, et ben, le lendemain, je ne gagne plus que 100 $, puisque le temps s'est écoulé. Et donc, la valeur temps entre la journée du jeudi et la journée du vendredi, c'est 100 $. Donc ça revient ça répond à une question
sur le fait de est-ce qu'on peut couper le contrat avant l'échéance ou on doit absolument attendre l'échéance? Alors ça, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent chez les débutants. Il faut bien comprendre que les options se traitent exactement comme n'importe quel autre produit. Quand vous achetez une action ou une paire de devises, vous pouvez ressortir dans la seconde qui suit ou dans l'heure ou le lendemain ou dans une semaine, à partir du moment où l'échéance de l'option est toujours valable. Hmm. Vous pouvez bien entendu entrer et sortir de position à n'importe quel moment. Donc, d'ailleurs, très peu de traders sur option conservent leur position jusqu'à expiration. La Hmm. grosse majorité des traders vont clôturer bien avant l'expiration, justement pour ne pas avoir cet impact de la valeur temps qui vienne éroder les gains qu'on a fait sur la position. Il n'y a que les Autre vendeurs question. d'options. Il n'y a que les vendeurs d'options qui vont être tentés de garder l'option jusqu'au bout pour empocher la totalité de la valeur temps. Mais sinon, Hmm. quand on est acheteur, en général, on sera avant. D'accord. Donc j'ai une petite question de Freddy. Est-ce que vous faites du delta hedging lorsque vous achetez ou vous vendez un straddle? Il faut rappeler ce que c'est un delta Alors, hedging. on peut le faire. On peut le faire. Le delta hedging, donc, on le voit ici, hein, en dessous, là, ici, là. Current, ça veut dire actuellement, et plus 1%, plus 3%, c'est des simulations. Qu'est-ce que va faire ma stratégie si le sous-jacent prend 1% ou si le sous-jacent prend 3%? On voit au départ, effectivement, qu'on est delta neutre, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est 0,004, donc c'est vraiment très proche de zéro. Par contre, effectivement, si le sous-jacent monte, on va se retrouver avec un delta qui change, 0,45, 0,90. Et alors là, ce n'est pas le sujet de ce soir parce que c'est un sujet qui est assez complexe également, mais effectivement, pour rester delta neutre, dans ce cas-là, on va devoir vendre le sous-jacent à un montant équivalent à 0,45 delta pour redevenir delta neutre. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est d'être delta neutre avec le straddle? Ça va être de rajouter le sous-jacent pour de nouveau neutraliser. On peut le faire. On peut être là de la position sur option. Donc, cet exemple-là, je ne le ferai pas. Ça m'est arrivé de le faire. Mais voilà, techniquement, c'est faisable, tout à fait. Ok. Donc, Vous en avez fait, d'autres questions? ça fait une volatilité à peu près de combien sur cet exemple? C'est-à-dire qu'il faut que ça varie de combien de pourcents pour commencer à gagner? Alors, encore une Est-ce que fois, c'est un... si on regarde le graphique du jeudi, on voit qu'il suffit que ça monte, ça bouge très peu. On est gagnant, donc là on est à 373, donc si tu rajoutes 1%, ça fait 378 à peu près, hein. Pardon, 375, un peu plus. On va être gagnant, on va commencer à être gagnant sur un mouvement de 1%. D'ailleurs, le PNL, il est marqué là. C'est-à-dire que là, si on bouge de 1%, on va gagner 60 $, sur la position, dès le 3 novembre, dès le jeudi. Par contre, si on attend, le lendemain, on sera peut-être plus gagnant, parce que justement, il y aura cette érosion du temps qui va se produire, et donc on va perdre cette valeur temps, et donc un mouvement de 1% suffit le jour même, par contre, n'est plus valable le lendemain. Mais juste pour bien comprendre, c'est une option qui dure 2 jours, c'est ça? Là, j'ai pris un petit peu court, j'ai pris 2 jours, effectivement. Non, mais c'est pas grave. Donc ça veut dire que je commence, j'achète, à la fin de la journée, on a fait plus 1%. Donc moi, mon option, elle est Eh ben, gagnante. ta stratégie complète, oui, tu peux la revendre. Donc là, comme le pricer nous indique un gain de 60 $, ça veut dire que si tu revends ton straddle, tu vas le revendre 577 plus 60, alors je vais arrondir à 380 pour me simplifier les calculs, 580 plus 60, ton straddle, il va être affiché à un prix de 640. Et donc, en clôturant 640, comme tu vends quelque chose 640 mais que tu l'as payé précédemment 580, eh ben, la différence, elle est pour toi dans ta poche 60. Ok. Ma question, en fait, c'est que si je décide de garder jusqu'à échéance mon option, et que le lendemain, le jour 2, ça ne bouge pas. Ça veut dire que le jour 1, on a fait plus 1%, le jour 2, on a fait 0%.
Donc sur les 2 jours, on aura fait 1%. Est-ce que je suis toujours gagnant ou il y a une histoire de valeur temps qui vient faire baisser Ah, non, tu es perdant. mon gain? Tu es perdant parce que si tu regardes, donc là, le pricer indique que plus 1%, ça fait un prix sur le sous-jacent de 377. Donc, si on regarde graphiquement à peu près là au niveau des prix qui sont indiqués en dessous, 377, ça va être à peu près par ici. Si je monte à la verticale, je viens toucher la ligne en trait continu et je viens dans ce cas-là regarder en face le prix que j'ai sur ma ligne des abscisses ici. Je vais avoir moins de 300 $ à peu près. Tac, tac, à peu près moins de 300 $. Donc, tu vois, on passe le jeudi soir, on est gagnant de 60 $ et le lendemain, on est perdant de 300 $ parce qu'on a conservé un jour de trop et que le marché n'a pas bougé. Ok, donc là. Hmm. Donc en fait, l'objectif de 377 qui équivaut plus 1%, c'est valable, mais en fait que sur quoi, que sur une journée ou c'est valable Alors, bah, en fait, là, comme j'ai pris que 2 jours, effectivement, le 1%, c'est valable sur une journée. Après, euh, si j'avais pris plus long terme, alors, ce qu'on fera, on le fera en réel sur la plateforme tout à l'heure, parce que là, c'est une copie d'écran qui est figée, du coup, je ne peux pas modifier les prix. Hmm. Et si on est sur la plateforme, ça permettra de voir exactement, justement, je prendrai une échéance un peu plus long terme, justement, pour décortiquer un petit peu jour par jour. Ce sera plus intéressant que sur quelques jours, et puis une Ok, copie d'écran qui est fixe. Mais effectivement, je pourrais à ce moment-là élaborer cette question plus en détail tout à l'heure. ok. D'accord? Là, c'est vraiment pour montrer que grâce à cette stratégie, on est Mhm. exposé vraiment à la fois à la hausse et à la baisse sur les marchés, ce qui n'est pas possible avec un autre actif. Et surtout, la perte maximale, donc qui correspond à la prime qu'on paye au départ, finalement, la perte maximale, pour vraiment tomber pile poil sur la perte totale, il ne faut vraiment pas avoir de chance. Il faut vraiment que le marché ne Ouais. bouge pas et qu'il reste vraiment concentré ici. Donc là, je vais vous Ok. donner un exemple. Alors, c'est un exemple qui coûte cher, ne prenez pas peur. Parce que j'ai pris le SP500, c'est un très gros contrat. Là, vous avez vu, juste l'exemple précédent, on était sur un prix de 540 $. Là, on est sur un prix beaucoup plus élevé, mais c'est vraiment pour l'exemple. C'est pour montrer les rendements qui sont possibles sur ces stratégies. Bien entendu, le coût là, ici, est exorbitant, mais c'est un gros contrat. Donc, ne prenez pas peur avec les chiffres qui sont donnés. Donc là, j'ai simulé, voilà, si on achetait au 1er juillet, juste avant les vacances, un straddle, en se disant que bah, voilà, les vacances, c'est toujours sujet à des mouvements potentiels importants. Donc si on achète au 1er juillet le straddle, d'échéance au mois d'août, donc grosso modo 45 jours d'expiration, on paye un prix total de 27 240 $. C'est très cher, mais c'est juste pour l'exemple. Pour vous montrer justement l'érosion du temps dont on vient de parler un petit peu, on voit qu'en fait, au 1er juillet, les cours montent, puis redescendent finalement au même endroit que là où on était 15 jours avant. Alors, si je revends le straddle à cette période-là, 15 jours plus tard, en fait, il ne vaut plus que 22 630. Donc, en fait, on voit qu'on a une perte de 4 610. Donc, cette perte, c'est purement et simplement de l'érosion du temps. Alors, il y a peut-être aussi une petite différence de volatilité, parce que ça joue aussi, mais à mon avis, il ne doit pas y avoir grand-chose. Et c'est principalement l'érosion du temps qui vraiment, ici, nous a fait perdre 4 610 $. Donc, ça illustre bien qu'en 15 jours, si le sous-jacent ne bouge pas, il reste stable, ben on perd de l'argent. Parce que le temps passe et le temps joue contre nous. Par contre, l'expiration au mois d'août, donc la 13e semaine du mois d'août, là on a le straddle qui vaut 39 185. Donc la différence, ben, c'est un gain de 11 945 $. Donc j'ai acheté quelque chose 27 240, je le revends 45 jours plus tard 39 185. Donc la différence, c'est bien un gain de 11 945 $. Ça représente un rendement de 43% par rapport à la marge qui était requise, donc par rapport au risque initial. J'ai d'autres exemples. Justement, un exemple qui est plus récent, en intraday.
pour la news du FOMC meeting. Donc, si juste avant la news, 5 minutes avant, on avait acheté le straddle donc de strike 3850 à peu près, hein, puisqu'on est là sur les 3850, on aurait dû payer 6230 $. L'échéance, c'est le jour même, donc vraiment très très court terme, puisque ça termine le soir même, donc il nous reste que quelques heures pour voir si le straddle serait gagnant. Et donc on voit que le soir même, après la baisse, donc un premier départ à la hausse, puis après une très forte baisse des marchés, à la clôture, on clôture pour 8530 $. Donc on fait un gain de 2300 $, ce qui représente un rendement de 37%. Donc en quelques heures, on peut faire un rendement de 37% sur une stratégie comme celle-ci. Et ça a été possible uniquement parce que voilà, il y a eu un mouvement qui était violent sur cette stratégie. Donc, mais, en tout cas, c'était une stratégie rentable pour ce jour-là. J'ai d'autres exemples sur d'autres sous-jacents pour montrer que ça peut être intéressant de faire un straddle. Là, je l'ai pris sur des actions par rapport aux earnings que je vous parlais tout à l'heure, donc les annonces de résultats. On retrouve Microsoft. Donc, Microsoft, les annonces de résultats, c'est en fin de journée. Donc, cette bougie verte qui est ici, en clôture, un quart d'heure avant, si on avait acheté le straddle, on aurait payé une somme de 724 $. Donc là, on est sur des montants qui sont plus raisonnables déjà par rapport à mon exemple de tout à l'heure. Donc, on aurait acheté le call de strike 250, acheté le put de strike 250, et le lendemain, à la clôture, donc vous voyez que le lendemain, à la clôture, on est presque à 230 $. Mon straddle m'aurait rapporté 700, le prix payé, excusez-moi, tout à l'heure j'ai dit une petite bêtise. Le prix payé, c'était 11 171 $, c'est le risque ici. Et ça m'aurait rapporté 724. Donc en fait, ça veut dire que j'aurais revendu le straddle pour 1171 plus 724. Donc vite fait, ça fait 1895 $, ce qui représente quand même un rendement de 61% en une journée en fait. Vous achetez là juste avant la clôture, un quart d'heure, et vous refermez le trade un quart d'heure avant la clôture, et vous pouvez empocher 61% sur cette stratégie. Donc ça, c'est sur Microsoft. Sur MetaTrader, on est sur un rendement plus important, parce que pas MetaTrader, MetaTrader. Facebook, moi je suis toujours sur Facebook, c'est pour ça que j'ai du mal. Donc pareil, la clôture, c'est ici. Donc un quart d'heure avant, on achète le straddle. Donc grosso modo, on a acheté le call de strike 130, le put de strike 130. On payait 1560 $. Et on pouvait récupérer dès le lendemain 1737 $. Donc on faisait un rendement de 111% sur cette stratégie. Si on avait eu le nez d'acheter le straddle, voilà, juste avant l'annonce, bon, pour Meta, c'était vraiment un trade qui était hyper intéressant à faire. Même chose sur Apple. Donc la clôture, c'était ici, sur les 145 $. Donc on a acheté le call 145, on a acheté le put 145, et le lendemain, à la clôture, on pouvait empocher 288 $, en ayant risqué 286. Donc ça faisait un rendement de 36%. Et puis un dernier exemple avec Amazon. Donc pareil, la clôture d'Amazon sur presque les 110 $. On a acheté le call 110, on a acheté le put 110. Le lendemain, on clôture à la fermeture. Donc là, on voit par contre, cette fois-ci, c'était une perte de 280 $. Donc un rendement parce que ça arrive de perdre de l'argent avec les straddles. C'est bien beau de montrer que les exemples gagnants, mais ça arrive aussi des pertes. Par contre, vous voyez, la perte, elle est de 27,4%. On n'est pas du tout sur la totalité de la prime qui était payée au départ, qui était de 1134 $. Alors, par contre, pour info, à l'ouverture, on était en dessous des 100 $. Donc, si on avait été devant son écran à l'ouverture, il aurait été possible de sortir gagnant à l'ouverture. Par contre, le fait que l'action est remontée, à la clôture, on était plus bon. On était perdant de 280 $. Alors, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Alors oui, il y a des questions. Une des questions, c'est quelle échéance optimale pour acheter ou vendre un straddle? L'échéance optimale, c'est à vous de la déterminer en fonction de votre anticipation. C'est-à-dire que là, avec l'exemple que vous avez,
4 exemples qui ont suivi, enfin qui ont précédé, c'était sur des annonces de résultats, sur des earnings. Donc, les résultats, comment ça se passe? Le marché ferme, la société, quelques heures après, annonce ses résultats. Le lendemain, le marché ouvre, le marché a déjà bougé. Alors, on ne peut pas trouver les options overnight, donc sur les actions. Donc, le marché a déjà bougé. Vous voyez, sur Microsoft, ici, on a perdu 7 ou 10%. Sur Meta, on a perdu 20%. Et là, vous ne pouvez rien faire. Si vous avez ouvert le trade de la veille, et là, vous constatez les dégâts, entre guillemets, sur l'action à l'ouverture. Bon, si vous avez eu la bonne intelligence d'acheter le straddle la veille, ça sera rentable. Alors, si vous faites un trade spécial earnings, donc ce qui vous intéresse, c'est de jouer uniquement le mouvement qui va être potentiel suite à l'annonce de résultats, vous avez intérêt à prendre une échéance la plus courte possible, puisque il faut qu'elle soit sur l'échéance la plus active possible, possible. Donc typiquement, sur tous les exemples d'earnings que je vous ai montrés là, mardi, mercredi ou jeudi, peu importe, il fallait prendre les vendredi. Donc, en expiration, un jour, 2 jours, 3 jours maximum, qui correspond en fait à l'échéance la plus proche qui arrive. Pardon? Ah, pardon, je disais qu'on entendait. Là, on commençait à entendre assez mal. Donc, j'étais en train d'expliquer Voilà, l'intérêt de prendre des échéances qui correspondent à notre objectif. Pour les earnings, puisqu'on veut que la stratégie soit très réactive, on va la prendre la plus courte possible. Et pareil, là, je vous ai montré un exemple en bougie horaire pour trader le FOMC meeting. Aucun intérêt de prendre 3 semaines d'échéance, puisque vous, ce qui vous intéresse, c'est de trader la news. Donc, vous allez prendre le plus proche possible. Et sur le SP500, on a des expirations tous les jours. Donc, vous allez prendre le jour même. Et là, par contre, sur cet exemple-là, j'étais au contraire sur quelque chose de beaucoup plus long terme, puisque j'ai considéré que on pouvait se dire, tiens, on est au début des vacances, juillet-août, c'est souvent très volatile, donc je vais prendre une échéance, cette fois-ci, août ou septembre, par exemple, pour laisser passer la totalité des vacances. Et donc voilà, on choisit l'échéance parce que ça correspond à un scénario qu'on prévoit. Donc, on fait l'anticipation sur les marchés. Est-ce qu'il y a une news? Est-ce que, là, typiquement, par exemple, la fin d'année est souvent haussière sur les marchés, la période novembre-décembre est souvent haussière. Par contre, là, il y a tellement d'incertitudes sur les marchés qu'on peut très bien aussi dégringoler. Donc là, on pourrait se dire, tiens, sur la fin de l'année, je vais acheter un straddle parce que soit on va remonter d'ici décembre souvent on parle du rallye de Noël, etc. Mais par contre, il y a tellement d'incertitudes qu'on peut aussi très bien s'effondrer. Donc, je vais prendre une échéance décembre ou fin d'année même, il y a des échéances au 31 décembre. Donc, vous pouvez dire, voilà, au moins, je vais jouer à la fin d'année comme ça, j'achète un straddle et je vois ce que ça donne sur les semaines qui arrivent, en sachant encore une fois que vous n'êtes pas obligé d'attendre l'expiration du 31 décembre. Si vous avez fait un gain substantiel qui vous convient fin novembre ou mi-décembre, vous pouvez sortir de la position. Ce n'est pas la peine d'attendre fin décembre pour clôturer la position et prendre vos gains. Ok. Donc l'expiration optimale, c'est l'expiration qui correspond au scénario que vous faites sur le marché. En sachant que plus vous prendrez l'expiration proche, plus votre straddle sera réactif et pourra être rentable rapidement si le mouvement se produit sur le marché. Ok. Une autre question. Comment gérez-vous les options OTM qui ont un spread de bid-ask important, important? Il faut toujours tenter d'être exécuté au mid-price. Ça ne marche pas toujours, bien entendu. Alors moi, j'évite de trader les actifs qui ne sont pas assez liquides. Par contre, sur des actifs très liquides, comme le SP500, comme certaines actions,
Même s'il peut y avoir un bid-ask important, n'hésitez pas à viser le mid-price, donc le prix moyen entre les deux, parce que même si, voilà, à partir du moment où il y a du volume sur un titre, on peut tenter le mid-price, on a des chances d'être exécuté. Et après, si le mid-price, ça ne marche pas et qu'on veut rentrer rapidement, on place un prix limite, hein, bien entendu. Dans ce cas-là, on va se rapprocher, si on veut acheter, on va se rapprocher un peu du ask progressivement jusqu'à ce qu'on soit exécuté. Et si on veut vendre, on va vendre au bid. Mais surtout, n'achetez jamais au marché déjà. Ne placez jamais d'ordre market sur les options, notamment sur des options qui ne sont pas liquides, parce que justement, il y a un gros écart entre le bid et le ask. Placez des ordres limites et visez d'abord le mid-price. Et puis ensuite, si le mid-price ne passe pas au bout de quelques secondes ou quelques minutes, si vous êtes pressé, déplacez votre prix, modifiez-le pour être exécuté euh, le plus proche possible, entre guillemets, du ask ou du bid. Ouais. Pas d'autres questions. Si, alors je viens d'en avoir une à l'instant. Est-il possible de prévoir un mouvement de forte volatilité? Là, c'est un autre sujet encore. Alors, est-ce qu'il était possible de prévoir? Non. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas de boule de cristal. On ne peut que faire des suppositions. Il faut bien se rendre compte que les marchés prévoient eux-mêmes déjà une volatilité. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, je prenais la news du FOMC meeting. Il faut savoir que vous allez payer, c'est un mercredi. Hein. Donc, si vous faites une comparaison entre le prix du straddle ce mercredi-là par rapport à un mercredi classique, vous n'aurez pas le même prix. Le prix du mercredi classique sera moins cher que le jour du FOMC meeting. Pourquoi? Parce que le marché sait très bien que c'est le jour du FOMC meeting. Donc, incertitude totale, mouvement potentiel très violent. Donc, le marché il va pricer ce mouvement. Il va le pricer, il va faire une estimation. On ne sait pas s'il a raison ou s'il a tort, mais il va le pricer. Il va le pricer plus cher qu'un mercredi classique. Donc, ça veut dire que vous devez déterminer si le marché se trompe, entre guillemets, ou s'il a raison. S'il se trompe, vous allez acheter les straddle, parce que dans ce cas-là, le mouvement va être plus violent que prévu et donc vous allez gagner de l'argent. Et si le marché se trompe, vous allez vendre le straddle, puisque le marché, finalement, le mouvement va être plus faible que prévu. Donc, c'est pas simple d'acheter les straddle, parce que effectivement, il y a déjà une prime qui est pricée par le marché, un mouvement pricé par le marché. Et c'est à nous de déterminer en tant que trader, est-ce que ce mouvement est potentiellement pas assez cher ou trop cher. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de le déterminer? Moi, j'estime qu'il faut regarder un peu ce qui s'est passé en historique. Je me sers toujours un peu de l'historique. Est-ce que le mouvement qui est pricé aujourd'hui, il est plus cher ou moins cher que ce qui a été pricé dans le passé? Pour les mêmes événements, j'entends. Hein, et dans ce cas-là, on peut se dire, bah oui, effectivement, il est un peu moins cher, donc je vais l'acheter. Ou alors il est trop cher et donc je vais le vendre. Mais il n'y a pas de réponse toute faite, malheureusement, ça serait trop simple. Pas d'autres questions jusqu'ici. On peut aller sur le Avant de concret. passer sur ma plateforme, je vais finir avec mes slides. Donc, si jamais vous souhaitez avoir une heure de formation offerte, donc sachez qu'avec l'achat de mon livre, vous avez une heure offerte. Donc, il suffit d'envoyer la facture et puis on planifie un rendez-vous ensemble. Donc, vous avez le livre, plus après l'heure offerte, donc on peut parler des choses qui n'auraient pas été comprises dans le livre, plus justement déborder sur des stratégies comme le straddle ou d'autres, si vous souhaitez vous perfectionner. Donc, ça vous fait une petite heure offerte. Tout à l'heure, je vous en parlais, j'ai un blog avec 130 articles sur les options et autres. Et j'ai une chaîne YouTube de 40 vidéos aussi avec sur les options et puis des plateformes ou des logiciels sur options. Donc, vous avez déjà gratuitement beaucoup de documentation à votre disposition pour vraiment débuter sur les options, vous y intéresser et vous former vous-même avec tout ce qui est à portée de vous sur mes chaînes et mon blog. Alors, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail et puis je me ferai le plaisir de vous aiguiller un petit peu. Parfait.
Du coup, ce que je propose, c'est de passer sur la plateforme pour prendre un cas concret et pour montrer un petit peu aux auditeurs qu'est-ce que ça donne un straddle, comment on peut faire. Et puis justement, pour répondre à la question tout à l'heure par rapport au profil, on échange peut-être un peu plus long terme sur un exemple pour voir un peu ce que ça fait donner à l'érosion du temps justement sur un trade un peu plus long terme. Alors, je n'ai pas de réponse. Pardon, je crois qu'on n'a pas entendu. Alors, j'ai pas de retour. Pardon, Ouais, j'ai pas de retour en fait. Je demandais que. Donc là, je disais que j'avais passé sur la plateforme. Oui. Allô? Oui, on entend. C'est revenu? C'est revenu, oui. Ouais, alors je suis désolé, hein, il y a des coupures apparemment. D'accord. Ok. Ouais, donc je disais que je viens de passer sur la plateforme pour prendre un exemple concret, Mhm. pour voir un petit peu comment on peut gérer un straddle et comment prendre position. Très bien. Ok. Donc là, typiquement, on a. Alors ce soir, on a les annonces de résultats de Disney. Donc, on peut regarder combien coûte le straddle sur Disney. Donc, Disney cote à 101,06 à l'instant, hein, donc on est très Mhm. très proche de 101, du strike 101. Ok. Donc, je le mets sur ma plateforme. Donc là, c'est le module Option Trader. Alors, pour créer un straddle sur la plateforme, on est dans l'onglet ici Stratégie Builder. Donc, ça veut dire qu'on va construire une stratégie. Alors moi j'ai ma plateforme en anglais hein, parce que j'aime pas du tout la traduction française. Donc si vous êtes en français, voilà, il y a une petite différence de langue, mais les Anglais vont du coup avoir des noms peut-être différents, mais cherchez bien en français la même chose, donc stratégie builder. Et donc je vais cliquer sur le. Alors la plateforme elle est bien faite parce que vous voyez, il y a des codes couleurs en fait. Donc Mhm. quand on achète, on prend toujours le prix qui est en bleu, et quand on vend, on prend toujours le prix qui est en rouge. Donc là, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, les puts sont toujours à droite, les calls sont toujours à gauche. Et puis, comme on est sur des annonces de résultats pour Disney, comme je vous le disais tout à l'heure, on va prendre l'échéance la plus courte possible pour que le straddle soit le plus réactif possible. Donc là, on va acheter le strike 101, au côté put. Je clique dessus. Vous voyez que ça s'ajoute ici, dans la partie, dans l'onglet Stratégie Builder. Et puis, j'ajoute les calls, le call. Voilà. Et donc, la stratégie, elle est complète. Et on voit que la plateforme, elle est assez maligne pour reconnaître la stratégie. Et elle dit c'est un straddle. Voilà. Donc, vous voyez que la plateforme vous propose aussi de payer le prix fort au ask ou alors de viser le mid-price. Alors moi, par défaut, vous voyez, c'est un réflexe, je vise tout de suite le mid-price. Alors, on est sur un compte démo, non. Le mid-price en démo ne passera pas. Il faut viser le ask. Mais par contre, en réel, tentez de toujours viser le mid-price parce que vous voyez, il y a vraiment beaucoup de volume. Aujourd'hui, le volume sur Disney, sur le call 101, c'était 1840 sur les calls et 1812 pardon, sur les puts. Donc vraiment beaucoup de volume. Donc ne pas hésiter à viser le mid-price. Il y a de fortes chances qu'on soit exécuté. C'est pas obligatoire, mais il y a des bonnes chances. Donc voilà, alors, faut pas que je mette le mid-price, ça ne marchera pas. 8,40. Et alors, on va regarder le profil, comme ça on verra un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc le pricer, on peut modifier certaines choses. Donc, vous voyez, là, il y a un mouvement de 10%. Donc, ça va permettre après de voir un petit peu l'échelle de temps, enfin, pas de temps, mais l'échelle de prix va être modifiée. Et pareil ici, ça va modifier dans les colonnes. Donc, on est, vous voyez, sur une perte maximale de 840 $. Donc ça, c'est si à expiration, on est toujours au même prix, on perdra, le plus qu'on perdra, c'est 840 $. Par contre, si Disney bouge fortement, on a des chances de gagner beaucoup d'argent, potentiellement beaucoup d'argent, à condition, bien entendu, que le mouvement soit présent, ce qui n'est pas forcément garanti.
Si on bouge de 10%, alors ça c'est aujourd'hui, hein, 10% aujourd'hui, on va gagner 359 $. Alors aujourd'hui, il n'y a aucune chance qu'on bouge de 10% aujourd'hui, hein, puisque l'annonce du résultat, c'est après la clôture. Donc c'est plutôt demain qu'il faudra regarder. Voilà, donc si on bouge de 10% demain, le pricer nous donne un gain de 350 $. Alors c'est à prendre un peu avec des pincettes. Il faut savoir que la volatilité va baisser par contre. Comme l'annonce va sortir, les résultats vont être connus et donc il y aura moins d'incertitude sur les résultats, donc la volatilité implicite va baisser. Donc les 350 $ qui sont affichés, ce sera moins. Ça c'est sûr, ça sera moins. Alors, je ne peux pas vous dire de combien parce que je ne sais pas de combien la volatilité implicite va baisser, mais ce prix qui est là, il sera plus faible. Ça n'empêche que voilà, il faut que on voit qu'il faut quand même que l'action bouge beaucoup pour qu'on puisse faire des rendements qui soient intéressants, au moins 10%, vous voyez. Donc 10%, c'est quand même beaucoup pour une action comme Disney. Donc moi, personnellement, je ne pense pas que je prenne ce type de trade ce soir, vous voyez, parce que c'est beaucoup. Mais est-ce qu'on a le break-even du pourcentage de hausse ou de baisse au-dessus et en dessous duquel on commence à gagner? Parce que là, il y a un break-even sur le prix. Oui, après, ce sera à nous de faire le calcul, quoi. En pourcentage, non, il n'est pas donné. Ouais. Mais bon, peu importe. C'est à toi de On faire le sait à peu calcul. près que il faut que ça aille en dessous de 92,55 ou au-dessus de 109,45 pour être gagnant le 9 novembre, hein, pas à l'échéance. Donc bah, comme on est à 101, tout à fait, encore, c'est vraiment expiré. Grosso modo, ça fait un peu moins, autour de 8-9%. Donc à expiration, d'ici vendredi. Donc ça nous laissera 3 jours, ça nous laissera mercredi, jeudi, vendredi. Pour que le mouvement sur Disney soit au moins de 8%, 8-9% d'ici vendredi. Pour qu'on puisse Donc tu veux dire commencer à par gagner. là, tu veux dire par là, parce qu'on a été un peu coupé, c'est-à-dire que sur le break-even, ça c'est le break-even à l'échéance, pas dans un jour ou dans 2 jours. Tout à fait, à échéance. Ah, donc dans un jour, le break-even, il est beaucoup plus serré en fait. Enfin, l'écart est beaucoup plus serré. Oui, bah, on peut utiliser les pointillés comme repère. C'est-à-dire que les Ah oui. pointillés, là, on est sur le 9 novembre, donc c'est demain. Donc on voit que d'ici demain, le break-even, tu vois, à expiration, il est là. Il est là, il est à 109,40. Par contre, demain, le break-even, il est beaucoup plus proche. Il est marqué à 104,84. Hmm, compris. Alors, encore une fois, hein, j'insiste sur le fait que là, les pointillés, c'est dans le sens où il est implicite demain va chuter. Et donc, normalement, les pointillés vont. La courbe en pointillé va se rapprocher, vont, vont être rapprochés du très fort. Donc là, le biais, on lui donne une volatilité implicite. Et après, quand on modifie la date, on va voir que les pointillés se rapprochent des très forts. Vous voyez, si je modifie la date entre le 9 et le 10, on voit nettement que les Hmm, pointillés, le 9, ils sont proches ici de la ligne du 0. Et par contre, le 10, on commence à se rapprocher déjà des traits continus. ok. Lui, par contre, il considère que la volatilité implicite, elle est constante. Il ne sait pas qu'elle va s'effondrer. Donc, voilà, on ne peut pas lui en vouloir. Donc, ça, il faut le savoir. Hmm. En tout cas, ça donne déjà une bonne idée de ce qui peut se passer sur cette position. Et alors, à ce moment-là, on peut regarder sur un autre actif. On va prendre le SP500. Donc là, je prends l'ETF, le SPY. Et on peut regarder, comme je disais tout à l'heure, sur une durée plus longue. Je vais donner un exemple avec le 31 décembre. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, je cherche les échéances. Ah oui, c'est là. Alors, ce qui est bizarre. Alors, pourquoi ils ne mettent pas toutes les échéances?
Là. Normalement, je dois avoir plus d'échéances. Alors pourquoi je n'en ai pas plus que ça? Je regarde juste autre chose. Ah ouais, je vais mettre tout ça. Sur le strike, je les ai pas toutes. J'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est parce que j'ai pas touché. Voilà. Je les avais sur un peu et je n'avais pas sur le strike. Autant pour moi. Bref. Donc, l'échéance du 30 décembre existe bien. Et donc, si on. Voilà, pareil, on parie sur l'achat d'un straddle pour d'ici la fin de l'année. On va acheter. Alors là, le SPY, il est à 384,69. Donc, il est plus proche de 385. Donc, on va prendre le strike 385. Donc, j'achète le put, donc toujours le prix en bleu. Je clique, il vient s'ajouter ici. Et ensuite, j'achète le call, le prix en bleu. Je clique, il vient ici. Et la plateforme va reconnaître le straddle. Voilà. Donc, après, je regarde le profil. Voilà. Donc là, on est sur le profil du straddle pour le SP500. Donc, encore une fois, on nous montre le break-even, mais c'est le break-even à expiration. Donc, 412, j'arrondis à 413 et 357. Par contre, là, comme j'ai pris une échéance qui est long terme, on va pouvoir justement modifier les prix pour voir un petit peu ce que ça donne. En pointillé, oui, en pointillé, ça va être notre stratégie. Donc là, aujourd'hui, typiquement, bon, 10%, c'est exagéré. On va regarder, on va faire quelque chose de plus raisonnable. Voilà. Donc là, par exemple, si je change ici, alors vous pouvez soit le regarder au niveau du graphique, soit si vous voulez le faire par le petit tableau qui est ici, on va modifier les dates et on va prendre ne serait-ce que déjà la fin de la semaine. La fin de la semaine, puisqu'on a le CPI, l'inflation, on a l'inflation jeudi. Donc vendredi, par exemple, qu'est-ce qui peut se passer sur ma stratégie si le sous-jacent il a monté de seulement 1%? Ben, vendredi, si on a monté de seulement 1%, ben, ma stratégie sera perdante. Je perdrai 42 $. Donc là, bon, ben, voilà, il y a encore du temps, hein, puisqu'on sera le 11 novembre jusqu'à fin décembre. Par contre, 1%, on voit que ce n'est pas du tout suffisant pour que la stratégie soit rentable. Par contre, si on a eu un CPI qui a plu au marché et que le marché a monté de 5%, alors 5% c'est beaucoup, mais c'est ce que nous donne en tout cas là le tableau. Par contre, 5%, voilà, on va gagner 438 $. Donc, en sachant qu'on a payé 2700, donc 400 $, ça fait quoi? Ça fait à peu près 5%, non? Oui, ça fait ça. En plus, pardon. 20%. 15-20% de rendement. Donc, pour une hausse de 5%. Alors, voilà, donc on peut jouer avec le pricer comme ça, en regardant les différentes dates, voir un peu ce qui se passe. Et alors, on voit que plus on approche de la date, hein, si on regarde les pointillés, on voit que plus on se rapproche de la date et plus les pointillés vont se rapprocher du trait continu. Et donc, on voit bien que si on a fait le yo-yo entre le 11 novembre et le 18 novembre, et qu'on est toujours autour de 385 $, on voit qu'on perdra 274 $. Donc, encore une fois, plus le temps passe, et moins c'est bon pour nous. Et les break-even, ils s'éloignent petit à petit, s'éloignent. Donc là, le 18 novembre, les break-even, ils sont autour de 398 $, autour de 368 $, 69 $ pour les puts. Et par contre, plus on rapproche au 1er décembre, là, on va se rendre compte que les break-even, vous voyez, s'écartent énormément. Et donc,
la stratégie est perdante. Et pour qu'on soit gagnant, il faut que le mouvement il soit assez fort, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc, si je comprends bien, plus on se rapproche de l'échéance et plus la volatilité doit être importante pour espérer être rentable. Plus le mouvement doit être violent dans un sens, oui, effectivement. Oui. Il faut qu'on ait voilà, une hausse violente ou alors une baisse violente si elle ne s'est pas encore produite jusqu'à maintenant. Mm, mm. Ok. Et bah, écoute, c'est très intéressant. J'ai pas d'autres questions. J'ai l'impression, plus ça va, moins on entend bien, enfin plus ça coupe. Donc ce que je te propose, c'est qu'on s'en arrête là. Et si il y a des questions, on aura la possibilité de les poser sur la chaîne YouTube via les commentaires. Et puis j'ai mis ton email, enfin tes coordonnées sur le chat. Possibilité également de contacter Paul sur Twitter ou de contacter FXFlat également si vous avez des questions sur cette plateforme, si vous voulez la tester en démo. Voilà, en tout cas, merci d'avoir passé plus d'une heure à nous expliquer cette stratégie qui, bon, j'espère, intéressera les personnes qui regarderont ce live-là, avec évidemment la possibilité de nous poser des questions pour en savoir un petit peu plus. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci encore, Paul, d'être venu. Et puis, je te dis à la prochaine pour de Je vous en potentiels prie. autres Ouais, webinaires. vraiment désolé pour la Pas de bientôt. problème, pas de problème. Allez, salut tout le monde. À bientôt.